Bonjour à tous, c'est le grand JT des territoires de l'été. Bienvenue dans chaque édition. Nous vous proposerons les meilleurs reportages magazines de cette saison. Voici d'ailleurs le tout premier reportage de ces éditions. Voilà. Tac, tac. Exactement. Allez, bosse ça. Sous la lueur des lampadaires du stade, Elodie répète encore et encore son mouvement de lancer. À 21 ans, cette étudiante en management vient tout juste de se mettre au football américain et de rejoindre la seule section féminine qui existe dans le Grand Est, ici, à Saint-Dizier. Elle était magnifique. J'ai 2 amies qui font partie du club. Elles m'en ont parlé un petit peu. Je suis venue voir une séance d'entraînement et puis je me suis plongée dedans avec elles au fur et à mesure des choses. C'était un sport que je connaissais évidemment très peu, mais du coup chez les masculins et pas chez les féminines. Et au fur et à mesure, j'ai découvert. Donc il y a quelques règles qui changent et franchement, c'est pas mal, ça m'intéresse. Donc on y va. Et tous les lundis et jeudis au rendez-vous. Dans cette équipe 100% féminine de football américain, devenue au fil du temps un groupe d'amis, chacune a trouvé sa place et son défouloir. Qu'on soit un gabarit comme le mien, qu'on ait un gabarit un peu plus fin comme Kelly, au final on a tous notre rôle à jouer dans l'équipe et c'est ce que j'avais apprécié et que j'ai tendance à reprocher à d'autres sports. C'est que souvent on a tendance à privilégier la performance et souvent c'est des gens un petit peu moins costauds du coup qui performent alors que là pour le coup tout le monde a besoin de tout le monde. Je viens à l'entraînement parce que c'est très agréable, on oublie un peu le quotidien et puis du coup on vit un peu le moment présent avec les amis et les coéquipières. Il y a une très bonne cohésion d'équipe, un esprit d'équipe ouf et franchement c'est la raison je pense principale pour laquelle je suis ici. Même blessée ce soir, la capitaine de cette équipe, Amélie, est venue s'entraîner avec ses coéquipières. Même blessée, il y a entraînement, il y a toujours entraînement. C'est elle, passionnée de foot américain depuis des années, qui est à l'origine de cette équipe. Ma tante est mariée à un Américain et du coup je baigne un peu là-dedans depuis un peu toute petite. Donc c'est des choses que j'adore, par exemple regarder Super Bowl chaque année. Ne serait-ce que pour le sport, mais aussi pour tout ce qui est autour du football américain, ça reste quand même familial. C'est tellement une bonne énergie qu'on a vraiment envie de s'investir à fond dedans, quoi. J'ai eu Amélie et Kelly qui se sont portées garantes pour dire pourquoi pas créer une équipe féminine sur Saint-Dizier et elles ont bien pris le billet et elles ont dit vas-y on fait, donc je les ai accompagnées à fond. La pointe toujours vers l'horizon, toujours. Au moment où tu armes ton bras comme ça. Quelques mois seulement après sa création, l'équipe Bragard se repose déjà sur une dizaine de filles régulières et motivées. Mais Amélie voit encore plus loin pour ce qu'elle appelle son bébé. Vas-y, mets ta force. Je veux que tu me le recules. Moi j'aimerais vraiment le démocratiser à fond, qu'on puisse toutes jouer dans la bonne humeur, qu'on se dise que ouais, les filles sont là, on peut monter quelque chose de concret au niveau national parce que on a les moyens et on peut avoir l'effectif pour. À l'heure actuelle nous sommes en entente parce qu'on n'est pas assez de filles pour pouvoir participer au championnat, mais le but ce serait vraiment de pouvoir avoir le max de filles pour pouvoir faire un beau championnat et gagner sous nos couleurs. Pour un jour monter une équipe de football américain féminine complète et 100% bragarde, il faudra pour sûr de la ténacité et de la persévérance. Mais à voir la personnalité de toutes ces filles sur le terrain, nul doute que la passion finira par l'emporter sur les clichés. Nous nous rendons désormais à Grenoble où des chercheurs viennent en assistance aux médecins grâce à un nouveau logiciel nommé Dive. À partir d'un casque de réalité mixte qui mélange l'environnement réel et le monde virtuel, ce logiciel permet de visualiser des images médicales en 3 dimensions, comme l'a constaté Elisa Profissé pour Télé Grenoble. Regardez ce reportage intéressant. On pourrait se croire dans un film de science-fiction. Avec ses lunettes connectées au logiciel Dive, il est maintenant possible d'analyser un scanner en 3 dimensions et d'interagir avec les différentes parties du corps. Là, on a la reconstruction volumétrique du corps d'un patient, donc c'est un scanner d'un patient. Après, on va pouvoir aller explorer le corps du patient directement avec la main, en allant faire des coupes vraiment de manière totalement naturelle pour aller explorer les différents organes. C'est pendant sa thèse que le chercheur a eu l'idée de créer ce logiciel. Aujourd'hui, l'objectif est d'assister les médecins dans l'analyse des images d'examen. En fait, ce qu'il y a pour les médecins, c'est qu'ils ont du mal à visualiser en 3D le corps de leurs patients. En fait, ils sont obligés de parcourir plusieurs séries d'images quand c'est des IRM ou des scanners. Et donc, par ce processus d'aller et retour entre les images, ils vont essayer de reconstituer mentalement un peu l'anatomie de leurs patients. Et donc, nous, on va permettre
au lieu d'avoir besoin de faire cet exercice mental de reconstruction, on va l'exposer aux yeux directement des praticiens. Ils vont pouvoir aller explorer le corps de leur patient avec leurs mains, faire des coupes dans n'importe quelle direction. Mesurer la taille d'un os, analyser de manière précise un organe, Dive permet aussi à plusieurs médecins de pouvoir analyser et interagir avec la même image en même temps. Le logiciel a déjà été testé auprès du corps médical, un véritable succès. À l'heure actuelle, on a eu quelques essais déjà avec des cardiologues notamment qui se servent de notre logiciel et qui ont pu déjà commencer à explorer avec leurs patients et repenser en fait l'opération chirurgicale qu'ils allaient faire justement sur la base des observations qui sont faites dans notre logiciel. Au long terme, l'équipe de Dive espère atteindre tous les secteurs liés au domaine scientifique et il ne compte pas s'arrêter là. Notre objectif, c'est de devenir la plateforme de référence de logiciels pour la visualisation de santé, de données de santé et de données médicales en France et par la suite à l'international. Le programme Dive devrait être commercialisé vers la fin 2024. Des produits locaux, la Bretagne n'en manque pas. Alors parmi les richesses culinaires de cette région, il y a bien sûr l'élevage des moules, soit la mytiliculture, selon le terme professionnel. C'est pour en savoir un peu plus sur ce milieu qu'une entreprise locale organise des sorties en bateau au milieu des pieux où se trouvent les moules, comme vous le voyez sur ces images de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Des sorties qui intéressent autant les locaux que les touristes, propos recueillis par Mathilde Kemener de TBO. Donc imaginez-vous effectivement, en combi certes, mais dans une eau à peut-être 8-9 degrés, devoir plonger pour faire un nœud à la main sur tous les pieux que vous voyez là. On propose justement aux gens de découvrir l'envers du décor, comment on produit les moules. Généralement les gens sont assez contents, ils sont même assez surpris de la difficulté du métier. Quand on voit le prix d'un kilo de moule, le travail qu'il y a à faire, impensable quand même. C'est vraiment pas cher, un kilo de moule. C'est un métier qui doit être mis en valeur et voilà, de profiter des ressources qu'il y a près de chez nous. J'ai trouvé ça très très intéressant. Voilà, et décidément, l'âge n'est en aucun cas une limite pour vivre ses passions. À presque 80 ans, Michel reste un mordu de l'univers des taxis de sa région, la côte d'Émeraude. Un littoral qu'il aime parcourir à bord de sa 2 chevaux un peu spéciale. Un modèle rare que bichonne cet ancien artisan. Une belle rencontre que nous propose la chaîne TVR. Regardez. Dans le nord du département, Michel possède un modèle unique, un peu capricieux au démarrage, une 2 chevaux taxi. L'été, je fais des sorties à droite à gauche, elles tournent, donc il n'y a pas de souci. Elles sont l'essence, ça doit être bon. Alors c'est un prototype, ça, qui n'a jamais vu le jour. Il y a eu 3 modèles de fait en France. L'ancien artisan taxi de Saint-Coulon a reproduit ce prototype proposé par Citroën dans les années 50, lorsque la mairie de Paris a voulu uniformiser les taxis de la capitale. Mais l'autorisation de circuler ne lui fut pas accordée. Parce qu'à cause de la capote, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. La 2 chevaux, tout le monde la connaît dans le coin. Alors on a la chance aussi de pouvoir travailler dans ce métier dans des super décors. J'ai eu des Japonais qui m'ont envoyé des cadeaux du Japon parce que je leur ai fait découvrir un petit peu des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude. Michel a acheté la licence taxi de Saint-Coulon au début des années 80. C'est pas facile quand on démarre dans une petite commune et puis placé ici, j'étais un peu éloigné de tout le monde, hein, donc après il a fallu faire sa place. Puis après, je me suis fait mon trou, je me suis fait connaître et puis le service était peut-être différent des taxis des grandes villes. À ses débuts, Michel acceptait toutes les missions, livraison de colis, trajets longs ou excursions privées à la demi-journée pour les touristes étrangers. Les pêcheurs à l'époque du coin, ils allaient à Terre-Neuve, donc il fallait les emmener à Bordeaux, à Boulogne, c'était des kilomètres là. Et puis après, je me suis un peu spécialisé, parce que j'aime bien bouger, dans l'excursion. Et les Américains, on allait au Mont-Saint-Michel, 5 minutes après, ils avaient fait 4 photos devant la porte et hop, on revenait. Et après, j'ai compris qu'en faisant les petites routes de campagne, les vieilles maisons, et là, c'était ça qu'ils voulaient voir en réalité. Le client, il nous connaît, il connaît nos habitudes. Et souvent, quand vous arrivez, allez, rentrez, prenez un petit café. Mais il y en a beaucoup, c'est tutut, ils arrivent devant le bistrot ou l'hôtel. Le client, il doit être à la disposition du taxi. Moi, je dis, c'est l'inverse. Le taxi, il est au service du client, ce qui est tout à fait différent. Il est en ancien franc encore.
Les euros aujourd'hui, ça correspond pratiquement à la somme, sauf que c'est pas la même valeur. En Martinique, le rhum se transporte parfois en voilier. Une fois par an, le Très Sombresse, un navire impressionnant, fait escale au large de l'île pour récupérer des milliers de litres de rhum. Comme dans le temps, les fûts sont poussés sur la plage et acheminés à la nage jusqu'au bateau. Un chargement sportif suivi d'un voyage de 5 mois en mer. Un très beau reportage de Maxime Lequeux pour Via ATV. Regardez. 10h du matin, on s'active à la distillerie La Favorite. Après plusieurs mois de préparation, la cuvée est prête pour un long voyage. Alors on est en train d'embarquer les fûts, nous avons 12 fûts à charger. Nous allons charger 6 dans ce camion-là et 6 autres dans un autre. Leur destination, le Très Sombresse. Un fameux 3-mâts, ancien démineur dans les années 1940, réhabilité en 2007 par 3 frères hollandais. Pour y accéder, il faut d'abord faire rouler chaque tonneau un par un jusqu'à la plage. L'opération se déroule devant des touristes captivés par l'événement. C'est intéressant, surtout que c'est la première fois que j'y assiste et voir toute cette manifestation avec autant de fûts, ça donne envie. Comme dans le temps, les fûts sont ensuite poussés à la nage jusqu'au bateau. Petite promenade de santé. Facile. Tout le monde peut y participer, à condition de savoir nager durant 50 longues minutes et de bien choisir son équipe. Les fûts sont ensuite chargés et placés minutieusement dans les cales par l'équipage. Ils rejoignent ceux déjà récupérés aux Canaries et à la Barbade. Au total, ce sont 15 000 litres de rhum qui s'apprêtent à devenir uniques au monde. Le vieillissement se fera durant les 5 mois de traversée, au gré des vagues et des embruns, et sans moteur. Ils ont juste besoin de quelques mots, mais les quelques mots sont importants. Là, on vient juste de me demander, mais il n'y a même pas quelque chose d'auxiliaire, un petit moteur intérieur? Non, il n'y a pas. Ça a été remplacé par les couchages des officiers, des chefs de quart. Le principal, c'est déjà pas polluer en mer. Et après, de vivre aussi calmement. Enfin, moi, mon point de vue, c'est voici de vivre calmement en mer et de ne pas embêter tout ce qui est cétacé en prenant le temps du vent. Sans transition dans ce journal, du karaté à 80 ans, c'est possible. Un club de la Sarthe propose des cours aux seniors 3 fois par semaine. Un moyen de rester en forme et de s'entraîner à l'occasion avec des cadors de la discipline. Un moyen aussi d'esquiver les idées reçues. Reportage d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Regardez. Et qui aille Go! Ok, on avance d'un pas. Ne vous fiez pas à leur âge, ils ont beau avoir entre 60 et 90 ans, ce sont pour certains des karatékas expérimentés. Pendant que tu es en combat, Au dojo du club Samouraï 2000 au Mans, des séances sont spécialement réservées aux seniors, qu'ils soient ceinture noire ou débutants. Ce cours, il est fait pour toutes les personnes qui sont rentrées dans les arts martiaux, mais pour l'essence des arts martiaux, c'est-à-dire se préserver pas d'une attaque extérieure, parce qu'aujourd'hui on ne va pas se faire attaquer dehors normalement, mais plutôt de la maladie et de l'âge. Et l'âge n'a pas arrêté celui qu'on appelle Dédé. Plus de 40 ans de karaté à son compteur, et c'est pour lui un véritable remède. C'est comme la pomme le matin. Qu'est-ce que ça fait la pomme le matin? La pomme le matin, quand on dit je mange une pomme le matin, je vais moins souvent chez le médecin. Et c'est pour ça que je disais, quand on fait du karaté, on va moins souvent chez le médecin. Si le karaté fait travailler réflexe, concentration et mouvement, il permet aussi de créer du lien et de garder le moral. Ça permet justement d'éviter de s'enraciner, de s'encrouter, on va dire. C'est très convivial, on se souhaite nos anniversaires, à la limite on est une petite bande d'amis, et même des fois on fait participer nos épouses, donc c'est génial si vous voulez. Ça aide aussi à vivre, à donner un mental dans la vie, c'est pas toujours facile, quelquefois on tombe dans des trous, etc. Bon, à 84 ans, on a déjà connu la maladie, etc., l'hospitalisation. Mais ça aide à se relever à chaque fois. Et c'est ça qui est important pour moi. Bien plus qu'un sport de défense, fouler le tatami peut donc éviter non pas de vieillir, mais de devenir vieux. Il pourrait être considéré comme un enquêteur des champs. Laurent Saint-Dizier opère dans les grands espaces de sa région depuis 10 ans à l'aide de ses outils favoris, des détecteurs de métaux. Une activité qu'il pratique pour le loisir, mais qui n'est pas sans intérêt pour les sols et leurs propriétaires, puisqu'il permet de dépolluer les terrains. Livia Buchler et Denis Lequien, journalistes pour Vosges TV, l'ont suivi le temps d'une sortie dans une parcelle agricole. Regardez ce reportage. Voilà ce qu'on trouve beaucoup. Donc du bouton. Ça c'est du bouton, des petites bagues quand même on en trouve.
Ça c'est toutes des vagues mais sans intérêt quoi, hein. C'est de la bague de pacotille. Et c'est majoritairement dans les champs que Laurent trouve ces objets qu'il conserve dans cette boîte depuis bientôt 10 ans et ses débuts dans la détection de métaux. Chaque semaine, pendant plusieurs heures, il parcourt les terrains agricoles à la recherche de trouvailles bien sûr, mais ce n'est pas le seul objectif. Il y a un aspect très important, donc on dépollue le plomb, l'alu, tous les métaux qui sont dans les champs en fait. Hein. Surtout du plomb, il y en a beaucoup, et de l'alu. On creuse sur les 20 cm, on enlève quasiment tout ce qu'il y a dans les 20 cm. Un loisir bon pour l'environnement, mais qui doit être pratiqué dans les règles. Bon, donc ça ira à la poubelle. Ça c'est de l'alu. Donc ça c'est un casse-croûte qui a été roulé en boule et qui a été jeté là. C'est juste de l'aluminium ça. On a le droit d'aller partout sauf les sites archéologiques. Tout ce qui est site archéologique est lieu de combat en fait, hein. Mais uniquement avec l'autorisation du propriétaire. Quant aux trouvailles, tout objet datant d'avant 1875 ou appartenant aux 2 conflits mondiaux doit être déclaré en mairie et ne peut pas être gardé. Pour le reste, la décision revient au propriétaire du champ qui majoritairement laisse le butin aux détectoristes. Lors de notre tournage, hormis des métaux dédiés au recyclage, Laurent a fait une autre trouvaille. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux. C'est une 5 francs Navrillier, 1947. Bon, c'est de l'alu, hein, c'est de l'alu, mais c'est sympa. Donc juste après-guerre. Chaque année, en moyenne, cet enquêteur des champs extrait environ 1 tonne de ferraille, 130 kg de cuivre et 100 kg de plomb. Et pour que les sols vosgiens continuent d'être dépollués de cette manière, une antenne vosgienne de la Fédération devrait voir le jour d'ici peu. En Occitanie, l'histoire du village de la Couvertoirade est synonyme d'histoire et d'aventure. Cité bâtie par les Templiers au XIIe siècle, la Couvertoirade entraîne ses visiteurs dans une plongée au cœur de l'histoire et des croisades. Une immersion au temps du Moyen-Âge dans laquelle nous conduit Anne-Sophie Pellegri de la rédaction de Via Occitanie. Un reportage éblouissant, vous allez le voir. Tous les chemins mènent à la Couvertoirade, mais un seul à son village fortifié. Bâtie sur le plateau du Larzac, en Aveyron, la cité de la Couvertoirade, fondée par l'ordre des Templiers, a comme un air de légende. C'est en montant sur cet éperon naturel qu'on arrive au cœur de l'histoire. C'est vraiment là le temps des Templiers, vraiment. C'est la partie historique la plus ancienne. Château Templier, XIIIe siècle. En Occident, les Templiers se voient attribuer de nombreuses terres de culture et d'élevage dont les revenus sont destinés à la guerre menée en Terre Sainte. Le plateau du Larzac constitue une base stratégique pour les chevaliers du Temple, car situé à une centaine de kilomètres d'Aigues-Mortes, lieu d'embarcation des croisés. Le seigneur de Montpan va donner cet éperon rocheux, là perdu au milieu de rien, aux Templiers qui, eux, vont nous ériger ce château, qui est un peu une énigme pour les historiens parce que c'est le dernier, l'unique château templier que l'on ait en France. Alors pourquoi sur cet éperon rocheux ? Parce qu'on domine, donc on pouvait défendre naturellement, et puis surtout à la Couvertoirade, il y a quelque chose d'essentiel sur le Larzac, c'est une grande réserve d'eau. Pendant plusieurs siècles, les habitants auront accès à l'eau potable grâce à ce rocher, mais aussi à l'aménagement d'un village conçu avec une obsession, la récupération de l'eau. La Couvertoirade a tiré profit d'un terrain pentu pour drainer les eaux de pluie à l'aide de canaux jusqu'à cette Lavogne et permettre ainsi aux bêtes de se désaltérer. Ce n'est qu'en 1975 que le village a accès à l'eau courante et cette villageoise se souvient bien de cette période. Ils avaient donc peu d'eau, il fallait faire attention. Et puis tous les gens du village qui n'avaient pas de citerne, on se retrouvait à la citerne municipale, la citerne de l'église. Christiane est arrivée à la Couvertoirade en 1971 avec son métier à tisser. Les moutons, eux, étaient déjà sur place. Et si l'architecture du village est construite autour de l'eau, les maisons sont aménagées autour du mouton. Souvent une voûte où il y a les bêtes. Et au-dessus, il y a une pièce d'habitation et tout en haut, un grenier où on met le foin. C'est grâce aux bêtes que les hospitaliers faisaient vivre le village. Après l'éradication du trop puissant ordre des Templiers par Philippe le Bel, ce sont eux qui prennent en charge la gestion de la cité et construisent ses remparts. Tous ces témoignages de notre temps sont précieusement entretenus par les habitants de la Couvertoirade. Du château des Templiers aux vestiges les plus récents, comme ce moulin à vent qui aujourd'hui n'a besoin que d'un meunier pour moudre son blé. Chaque année, ce sont plus de 230 000 visiteurs qui découvrent un des plus beaux villages de France, sur une terre classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Direction la Savoie dans ce journal, c'est un grand moment pour les producteurs mais aussi pour les troupeaux. Avec le retour des beaux jours, les vaches quittent leur étable et montent en alpage. Une période dite des 100 jours durant laquelle les éleveurs peuvent se consacrer à l'entretien de leurs exploitations. Nous sommes allés dans les hauteurs du Beaufortain en Savoie, Chloé Lemeur pour notre partenaire 8 Mont-Blanc sur place. Ce matin-là, le massif du Beaufortain s'est animé au son des cloches. Comme chaque année, le groupement pastoral de Plan-Pichu déplace ses troupeaux sur les hauteurs de la vallée à l'occasion de la montée en alpage pour la saison estivale. Un moment toujours très attendu par les éleveurs des 10 exploitations réunies. La montée en alpage, chaque année, voilà, c'est des prises de décision importantes pour l'emmontagner, le jour, la date. Donc tout le monde se met en accord pour pouvoir faire cette montée. Et voilà, c'est un moment qu'on attend tous, un moment qui est convivial. C'est des pratiques ancestrales, hein. Donc déjà d'un point de vue entretien du paysage, entretien du territoire, c'est quand même, on défend, je veux dire, un fromage AOC, donc voilà, ça fait partie de la culture locale. Au total, près de 450 vaches se suivent à la file indienne. Elles sont ensuite réparties selon différents secteurs. Elles se répartissent en fonction de l'altitude, la pousse de l'herbe. Et elles se répartissent aussi en fonction de leur date de vélage. On essaye de faire 3 troupeaux équitables en production et en stade de lactation pour avoir des troupeaux homogènes en production. Une fois installés sur leur parcelle, c'est désormais l'heure de se régaler avec une herbe bien fraîche. Et c'est en compagnie de leurs gardiens, les bergers, qu'elles pourront continuer à profiter de ce repas gourmand durant 5 mois. C'est cet après-midi, après une pause bien méritée au chalet de l'Alpage, que l'équipe commence la première traite estivale. Pour certains, c'est d'ailleurs une première et l'expérience s'avère plutôt formatrice. C'est un peu stressant parce que toutes les vaches sont différentes, tous les éleveurs font différemment et tu le sens, les vaches elles sont pas habituées à comme ci, comme ça, du coup il faut s'adapter. Après 2h30 de traite sur les 3 troupeaux, il est enfin temps d'acheminer le lait en direction de la fromagerie. C'est ici qu'il sera transformé 2 fois par jour en Beaufort d'été, avec au total une fabrication de 1200 à 1300 fromages de caractère sur la saison estivale. Les ports de la ville de Ramonville, près de Toulouse. Cette petite commune abrite le 2e plus grand port de plaisance du canal du Midi. 100 bateaux y sont arrimés et des habitants y vivent toute l'année. Parmi eux, Chris, qui réside sur sa péniche depuis 36 ans. Écoutez-la au micro de notre partenaire sur place de la Dépêche du Midi. J'ai toujours été très nomade dans ma tête, si vous voulez. Et là, quand je suis arrivée à Toulouse, que j'ai vu les péniches, je me suis dit non mais c'est ce qu'il me faut quoi. Je suis arrivée à Toulouse avec tous mes enfants et en camion. Et là j'ai dit mais c'est ce qu'il me faut au lieu de déménager tout le temps. Et donc j'ai acheté une coque, cette coque que vous voyez qui est magnifique. Enfin, ouais, je suis tombée amoureuse de la coque. J'ai bâti toutes les superstructures pour pouvoir habiter dedans. Et depuis j'ai beaucoup navigué avec, voilà. Voilà, et puis une pratique traditionnelle pour refermer ce journal, l'attraction animale. Elle revient au goût du jour dans nos campagnes, portée par une approche plus respectueuse de l'environnement. Des agriculteurs utilisent la force des animaux pour labourer les champs. Exemple dans les Vosges où les bœufs étaient à l'honneur il y a quelques jours. Fort comme un bœuf, on disait cela, un sujet de Marie-Danielle Rogovitz et d'Anne Didier pour Vosges Télévisions. C'était comme un retour dans le passé, une carte postale des pratiques agricoles d'autrefois. Et pourtant, l'attraction animale n'a pas disparu en France. Dans le village du Valtin, ce sont les bœufs qui étaient à l'honneur. Philippe Kuhlmann, fermier alsacien, forme régulièrement de futurs bouviers. Ceux qui doivent prendre la relève. C'est sûr qu'on n'ira pas du jour au lendemain et on ne va pas retourner vers tout le travail fait avec des animaux. Mais il y a quand même une agriculture à 2 vitesses qui s'installe et de plus en plus de personnes qui essayent de tendre vers l'autonomie alimentaire. Pauline, ostéopathe, elle souhaitait juste en apprendre un peu plus sur les animaux. Le guidage des bœufs attelés exige une attention maximum et de la confiance en soi pour ne pas se laisser dépasser par la force des bovins.
Moi, j'ai plus l'habitude de travailler avec les chevaux, donc c'est quelque chose qui est pas évident, mais je pense que c'est simplement une question d'habitude. On voit qu'ils ont de la force et qu'ils poussent. Un petit peu, oui. En même temps, ils ont un outil qui leur demande d'avoir beaucoup de force dans la tête, donc c'est assez puissant, il faut quand même faire attention. Ils ont une force colossale. Si on fait une erreur, qu'on se trouve en débardage, si on n'évite pas et s'ils sont en pleine traction, si tu te trouves devant un arbre et qu'ils viennent avec le joug, t'es ad patres, quoi, ça c'est sûr. Tu vas aussi au ciel ou en enfer, ad patres. Des travaux des champs qui ont fait le bonheur du public pour certains acteurs d'un jour. C'est plus naturel parce que les tracteurs, ça consomme beaucoup d'essence. Tu saurais les arrêter ? Non, ça a beaucoup trop de force. Voilà, c'était le grand JT des territoires de l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'été. Au revoir à tous.